Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes, à nos amis canadiens, puisqu'on fait un webinaire entre Paris et le Canada. Donc on a maintenu ce webinaire et on est vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir ici à Paris, ce matin pour vous à Montréal, malgré le Covid, où je sais que les mesures de la semaine sont assez dures, je dirais, au côté Canada, que nous-mêmes ici en France, on est en attente de savoir ce qui va se passer. Mais on a décidé de le maintenir. Donc je vous rassure, ceux qui ne voient pas, on a des mesures sanitaires très strictes. On fait très attention. Mais on s'est dit que voilà, durant ce temps difficile, il fallait continuer à réfléchir, continuer à aller de l'avant. Et donc on a maintenu ce webinaire. Et donc merci à tous d'être connectés. Donc Philippe Couillard, déjà grand merci pour votre présence. Un immense plaisir pour moi. Ça fait vraiment très plaisir. Donc évidemment au Canada, on ne vous présente plus, ancien Premier ministre du Québec de 2014 à 2018. Mais je pense que les gens savent, et ce qui est intéressant aussi pour nous aujourd'hui, c'est que vous venez du monde médical. Vous avez été notamment chef de service à l'hôpital, ministre de la Santé. Vous avez aussi travaillé pour des fonds d'investissement. Et je pense que ce mix entre de la politique, une vision long terme, court terme, une vision économique, une vision santé, je pense que, vu l'actualité, je pense que c'est parfait pour nous. On est vraiment ravis. Ça semble bien adapté, comme vous dites. Et peut-être, je ne sais pas si tout le monde sait que vous avez la double nationalité. Oui, j'en suis très fier. Hein? Voilà, nous aussi, donc ça nous fait vraiment très plaisir. Et je pense que voilà, c'est l'objectif du débat aujourd'hui, c'est de faire un peu des similitudes entre le Canada et la France, savoir comment les deux pays gèrent cette crise et comment ils vont se projeter. Et donc, on est vraiment ravis de vous avoir. Donc, merci à tout le monde qui a organisé. Donc, le webinaire, vous pourrez poser plein de questions, donc n'hésitez pas. On essaiera de faire un petit échange d'une vingtaine de minutes et puis de garder 20 minutes pour toutes les questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser à distance toutes vos questions. Un grand merci aussi au Shack, là où on est. C'est un petit clin d'œil. C'est un vrai lieu à Paris qui s'appelle le Shack. Il n'y a pas de blague par rapport à la cabane du Canada. Et donc, c'est un nouveau lieu, je vous conseille de venir. Vous allez voir qui est vraiment extraordinaire, en plein cœur de Paris. Un lieu de vie vraiment très, très sympathique. Merci aussi beaucoup à la Chambre de commerce France-Canada. On a la chance d'avoir notre ex-ambassadeur et président, M. Joanneau, qui est ici avec nous et qui viendra à la fin des échanges pour conclure. Donc merci beaucoup d'être là. Et donc merci à tous. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, pour PMP, pour nous, c'est aussi un débat qui est important. Et donc dès que Xavier Vanover-Meyer, ami et avocat de Kennedy Denton, m'a dit que vous étiez sur Paris, on avait tout de suite eu l'idée de faire ce moment d'échange. Parce que PMP, comme vous le savez, donc on est un cabinet en stratégie sur plusieurs industries. Et il se trouve qu'on a cette particularité, en plus de faire de la stratégie, de l'opérationnel, d'avoir ouvert un bureau à Montréal et au Canada, où on est très actif, et de très régulièrement faire échanger nos clients entre les deux côtés de l'Atlantique. Parce que nous, on apprend beaucoup du business et de l'activité au Canada, et vice-versa. Et on croit beaucoup à ces échanges, c'est comme ça qu'on travaille. Et donc c'est vrai que dès qu'on a su que vous étiez là, on s'est dit super si vous pouvez venir avec nous. Donc peut-être pour commencer les échanges, déjà quelle est votre lecture sur la crise aujourd'hui de manière générale? Mais bien sûr, l'économie et la question sanitaire sont liées. Il faut quand même parler de l'aspect santé publique, de ce qu'on vit actuellement. Et nous rappeler à tous, parce qu'on a tendance à l'oublier, que l'humanité, même récemment, a connu des pandémies. Ce n'est pas un phénomène nouveau ou un phénomène inédit dans notre monde. Évidemment, on pense à la grippe soi-disant espagnole de 1918-1919, mais dans les années 50, dans les années 60, il y a eu des pandémies d'influenza assez sévères. Et d'autres épisodes par la suite. Cet épisode actuel du coronavirus a été précédé de 2 autres de la même famille des virus. Très différents parce que moins contagieux, moins répandu dans le monde. Alors, sur le plan sanitaire, ce n'est pas une première. Ce qui est une première, c'est l'aspect large de la crise sanitaire, donc une véritable pandémie. Également, la caractéristique majeure du ralentissement économique qu'on vit, qui est au-delà d'une simple récession, qui est un élément du cycle financier économique habituel. On est dans une véritable dépression actuellement économique, qui est due, oui, au virus, mais également aux mesures que les gouvernements ont dû prendre pour littéralement freiner l'économie, les contacts sociaux, donc l'économie, ce qui a des effets, on le voit partout.
D'accord. Et vous qui justement suivez de très près l'actualité des deux côtés de l'Atlantique, en termes d'impact économique, comment vous voyez la différence ou les similitudes? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'impact sur le PIB, on a une baisse d'à peu près de 18 points des deux côtés, Oui. alors qu'on a des économies qui sont quand même très diverses. On a un poids des matières premières et du pétrole qui est important au Canada. On a un poids chez nous du tourisme, de l'aéronautique qui est très fort. Donc on a un poids du service en France, un poids de l'industrie et des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle très fort au Canada. Donc on n'a pas exactement les mêmes forces économiques. Et pour autant, les deux pays ont été touchés très fortement, avec des impacts très forts sur le chômage. Comment vous analysez ça et vous voyez cela? Bien, je pense qu'il faut parler des aspects spécifiques des conséquences économiques de la crise qu'on vit actuellement. D'abord, c'est que par son ampleur. Également parce qu'elle a touché tous les moteurs de l'économie mondiale. Si on se souvient de 2008, qui était une récession due à une bulle immobilière il y a quelques années, la Chine et les marchés émergents ont fait fonctionner l'économie mondiale malgré tout pendant cette période-là, alors que là, tous les moteurs se sont éteints en même temps. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est la conséquence sur l'emploi dont vous avez parlé, qui est présente partout dans nos deux pays. Et l'autre aspect, je pense qu'il faut discuter parce que c'est porteur de conséquences, c'est le caractère très régressif de cette crise. Bon, une crise par nature est toujours régressive. Par là, j'entends qui affecte plus les gens défavorisés ou les pays les plus pauvres. Mais c'est particulièrement le cas pour l'épisode actuel. La crise économique atteint l'offre et la demande en même temps. Alors, il y a plusieurs éléments assez uniques qui expliquent l'ampleur de ce qu'on vit sur le plan économique. C'est vrai que le Canada, même le Québec, a une forte dépendance en termes d'échanges avec les États-Unis. Bien sûr. Nous oui. n'avons pas. Mm-hmm. C'est une force pour la reprise, c'est au contraire c'est un problème. Comment vous voyez ça? Bien, tout va dépendre de la situation aux États-Unis. On est directement affecté, nous, par l'évolution de l'économie américaine. C'est notre plus grand marché et de loin. Si on regarde le Canada dans son ensemble, en gros, 70 du PIB est lié avec le commerce avec les États-Unis d'Amérique. Donc, on ne peut pas ignorer cet élément qui est majeur. Évidemment, là, s'il y a une attitude encore plus protectionniste aux États-Unis, nous qui sommes un pays et le Québec, un État dans le Canada, tourné vers l'exportation, mais bien sûr, ça a des conséquences économiques qu'on va vivre, je crois. D'accord. Et en termes de plan de relance, on voit qu'il y a un interventionnisme assez fort des États. Mm-hmm. Je dirais que c'est sûrement plus commun ou moins surprenant pour la France. Où on avait déjà un niveau de dette de plus de 90%, on a dépassé les 100%. C'est vrai que c'est de notre côté de l'Atlantique, c'est moins commun pour le Canada, qui est très soucieux des équilibres économiques. Et d'ailleurs, je pense que c'était un de vos credos quand vous étiez aux affaires du Québec. Du coup, pourtant, le Québec et le Canada ont mis des plans de relance très importants. Absolument. Comment expliquer ce changement qui semble moins naturel que ce qu'on a ici? Bon, bien, d'abord, il faut dire que le Québec, dans le Canada, est un État interventionniste dans l'économie. Moi, j'en fais pas mystère et c'est une bonne chose. On aime que ce soit comme ça. La deuxième chose, c'est les équilibres financiers des gouvernements. Un grand principe, c'est que c'est lorsque l'économie va bien qu'il faut tenter de rétablir l'équilibre. Quand on est en récession ou en dépression, au contraire, il faut ouvrir les vannes et surtout les laisser ouvertes assez longtemps. Je pense que 2008 nous a appris, entre autres, que si on arrête les mesures trop tôt, notamment les mesures des banques centrales, bien, on accentue l'impact économique et on retarde la récupération de l'économie. Alors, je pense qu'on a appris de ça. Des deux côtés, on s'attaque soit à l'offre, à la demande, dans des pourcentages ou dans des proportions différentes. Au Canada, il y a une grosse insistance sur le transfert monétaire, la création monétaire d'abord partout, y compris en Europe, mais chez nous aussi, et le transfert monétaire directement vers les entreprises et les citoyens également. Les Canadiens, nous avons su des prestations gouvernementales assez généreuses qui font en sorte que ça a un peu émoussé l'impact économique. Alors, la crainte, c'est qu'arrivera-t-il lorsque ces mesures devront éventuellement, parce qu'elles devront être retirées? Espérons qu'à ce moment-là, la question sanitaire aura trouvé une solution. D'accord. Et quand on avait échangé en préambule, vous me parliez aussi du plan de relance européen. Oui. Mais je dirais que ça va au-delà de... Évidemment, tout ça est dû à la survenue de la pandémie, qui je crois, a donné une raison aux gens de se mettre au travail ensemble, mais de l'extérieur. Moi, je trouve que l'existence d'organisations telles que l'Union européenne, la Fédération canadienne, dont le but est de faire vivre les gens ensemble, malgré leurs différences, c'est une bonne chose pour l'humanité. Il faut souhaiter que ça réussisse et que ça continue à réussir. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est ce que je crois et j'en suis véritablement convaincu. Mais plusieurs ont trouvé que malgré le fait que c'est pas parfait, c'est pas complet,
le fait que l'Europe ait été en mesure d'avoir un plan commun de relance de 750 milliards d'euros et même un peu plus par la suite, c'est comme s'il y avait une sorte de renaissance géopolitique de l'Europe. Il y a un moment européen qui pourrait se dessiner à partir de ça. Et bien sûr, je fais la mesure. Ce n'est pas parfait, encore une fois. Le plan est peut-être moins élevé ou moins important que dans d'autres parties du monde. Mais ça témoigne d'une volonté d'agir ensemble sur le plan fiscal, sur le plan financier, qui était très difficile à voir auparavant. Est-ce que ça va se prolonger dans la défense, la sécurité, la politique étrangère? C'est là le défi européen, mais on trouve ça véritablement intéressant à observer, du moins ceux qui, comme moi, sont très, très amis avec les Européens et espèrent, pour les raisons que j'ai dit plus tôt, que cette grande expérience de l'Union européenne, elle va être une grande réussite. D'accord. Et un autre point qui peut-être on devrait comprendre comment ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est dans nos pays européens, notamment en France, il y a tout un grand débat sur la relocalisation. Oui. C'est vrai qu'on a un pays qui s'est plutôt désindustrialisé, qui s'est concentré sur le service, avec toute une question de la Chine au centre de ce débat. Et donc, il y a beaucoup on le voit nous d'ailleurs auprès de nos clients, beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions de comment on relocalise, qu'est-ce qu'on réinternise ou pas. Est-ce qu'il y a ce même sentiment, cette même attention au Canada et au Québec en particulier? Oui, certainement, parce que un des impacts économiques majeurs de ce que nous vivons actuellement, c'est l'impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui était vraiment étiré au maximum. On a poussé la mondialisation, je ne dirais pas jusqu'à l'extrême, parce qu'il n'y a pas d'extrême là-dedans, mais on l'a poussé très, très loin. Donc, les chaînes d'approvisionnement se sont fracturées, se sont étirées, et on n'a pas bâti de soupape de sécurité ou de remplacement. Et on s'en est rendu compte, par exemple, dans la situation sanitaire avec l'approvisionnement en matériel de protection, par exemple, pour les gens du milieu de la santé. Alors, les gens disent, oui, il faut continuer à avoir des échanges, mais les chaînes, il faut probablement les raccourcir et prévoir des doublons également, des mécanismes de protection pour avoir une certaine autosuffisance dans les domaines stratégiques. Et ça, on entend et on le voit des deux côtés de l'Atlantique. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe ou on est encore à l'état de la réflexion, de la priorisation de qu'est-ce qu'on doit internaliser, réindustrialiser, revoir nos stocks stratégiques? Ou est-ce que déjà il y a des entreprises ou des secteurs d'activité qui sont en train complètement de changer leur politique industrielle? Bien, je pense que beaucoup d'entreprises réfléchissent, mais on est tôt dans l'histoire encore. Où ça va se voir d'abord, c'est autour de la question du vaccin, par exemple, autour de la question du matériel de protection sanitaire, parce que ne nous méprenons pas, il y a cette pandémie, il y en aura d'autres. L'humanité n'a pas vaincu les maladies infectieuses. Et les conditions de vie de la planète, en fait, de façon un peu triste, les rendent plus probables en termes d'extension ou de contagiosité. Alors, dans le domaine sanitaire, je pense qu'on va le voir avant. Il y a toute la question géopolitique autour de la Chine aussi, qui, bien sûr, est un élément très, très important de ce qui se passe. Il y a beaucoup de parties du monde, de régions du monde qui veulent se rendre un peu moins dépendants de la Chine, qui est un géant maintenant de l'économie mondiale. Je pense qu'une façon d'expliquer cette résurgence de l'énergie européenne, c'est ça aussi, c'est le désir de bâtir plus d'autosuffisance. Et je pense qu'on va le voir dans d'autres domaines que le domaine sanitaire, mais ça prend un peu plus de temps pour se bâtir. En anglais, ils disent on a bâti des chaînes just in time. Ouais. Mais maintenant, on va vouloir des chaînes just in case. Ouais. Parce qu'on le sait maintenant, même les événements improbables se produisent. The unexpected can happen, disent nos amis anglophones. Alors, on va vouloir prendre un peu de précaution, se protéger contre ces éventualités, qu'auparavant, on trouvait éloignées en termes de probabilité, donc ça ne valait pas vraiment la peine de s'en préoccuper. Je me souviens avoir lu une parole de Tim Cook, l'ancien PDG de Apple, qui disait « All inventory is evil ». Lui, garder de l'inventaire, c'était la pire chose à faire. Il fallait rapidement écouler les biens. Il fallait tout arrive au bon moment, à la dernière minute, littéralement. On voit bien qu'on ne peut pas continuer sur ce modèle maintenant. D'accord, très bien. Et alors, face aux milliards, comme vous dites, de plans de relance, on voit qu'il y a des secteurs qui sont ciblés, donc la santé, évidemment, des deux côtés. Beaucoup de sujets autour de la transition énergétique en Europe. Est-ce que c'est la même chose au Canada ? Et qu'est-ce que vous voyez comme secteurs qui vont finalement accélérer, se transformer peut-être plus vite que ce qui serait passé sans Covid ? Oui, je pense que c'est important que vous le disiez comme ça parce que cet épisode ne crée pas de tendance. Il accélère certaines tendances par rapport à d'autres. Et je pense qu'on peut diviser les conséquences ou les secteurs à analyser selon qu'elles sont directement en rapport avec la crise que nous vivons actuellement
ou plutôt en rapport avec le type de récupération ou le type de croissance qu'on veut avoir au cours des prochaines années. Alors maintenant, on voit beaucoup, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la santé. Et comme on veut être éloigné, bien, la télémédecine, la pratique médicale à distance, le monitoring des malades à distance, tout ça prend énormément d'ampleur. Et on peut prévoir que ça va continuer à arriver. Moi, dans ma pratique médicale, je sais bien que tout rendez-vous médical n'a pas besoin d'être fait en présence pour arriver à ses fins. Parfois, bien sûr, c'est inévitable et obligatoire, mais on peut beaucoup régler de problèmes à distance et ça risque de soulager un peu nos systèmes de santé. Ça, c'est pour la question sanitaire. Peut-être je vous interromps justement sur ce sujet sanitaire. Vous voyez vraiment les systèmes se transformer en profondeur ou comme ce sont des organisations quand même compliquées et lourdes, ça, entre l'expérimentation... Croyez-moi, elles sont compliquées et lourdes. Je l'ai vécu autant comme ministre de la Santé que comme premier ministre, mais on a appris beaucoup, on est en train d'apprendre beaucoup sur nos vulnérabilités. Je viens de parler de la télémédecine, qui est une évidence, mais le grand révélateur, outre le fait de révéler les inégalités, cette crise, pour les pays comme les nôtres, les pays plus riches, les pays industrialisés, révèle quoi? C'est qu'on n'est pas en mesure, on n'a pas appris à gérer ou à s'adapter à la question du très grand âge. Je ne dis pas le vieillissement, c'est au-delà même des personnes de 80, 85, 90 ans et plus qui maintenant ont une espérance de vie plus longue et qui ont besoin de soins et d'attention dans des volumes croissants. On n'a pas réfléchi, non pas seulement, on ferait une erreur d'y penser seulement du côté sanitaire. On ne réfléchit pas assez aux conséquences sociétales, les conséquences de société du grand vieillissement. Et je pense qu'on a devant nous quelques années encore, mais le temps passe vite, pour faire ces virages. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit autant ici en France avec les EHPAD que chez nous avec les institutions qu'on appelle les CHSLD, ou en Angleterre avec les care homes. C'est des endroits où on met les personnes en perte d'autonomie très, très âgées. Et on se rend compte qu'elles ont été un terrain. Ces endroits ont été des terrains fertiles pour la contagion. Et malheureusement, il y a des milliers de personnes qui sont décédées. Mais quelles sont les alternatives? Les soins à domicile, bien sûr, mais il y a une limite aux soins à domicile également. Alors, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir également au vieillissement, encore une fois, à la question du grand âge dans son ensemble, et pas uniquement du point de vue sanitaire. Il faut y penser avant. Et vous pensez qu'on a le temps de réfléchir à tout ça, vu l'urgence? On a toujours le temps de réfléchir, mon ami. J'espère qu'on va le prendre. Et il n'y a rien qui empêche de faire des expériences et de changer des choses pendant qu'on réfléchit. Oui. Et il faut accepter, se donner un petit peu le droit à l'erreur. Un truc peut moins bien marcher, on peut réajuster, le réorienter. Mais on a quand même le devoir de le faire. Parce que ça, tous les pays qui ont été frappés, qui avaient ce modèle d'institutionnalisation des personnes âgées dépendantes, que ce soit les EHPAD, encore une fois, ou d'autres, ont vécu exactement les mêmes malheurs. Oui, je comprends. Même la Suède, qui a une approche très, très différente de la pandémie, elle a été durement touchée chez ces personnes âgées en institution. Alors ça, c'est un point que tout le monde, bien sûr, a constaté. D'accord. Et si on passe au domaine de l'énergie, dont on parlait très rapidement juste préalablement, comment vous voyez cette transition par exemple au Canada, où finalement Partout. Voilà, mais au Canada en particulier, comment vous voyez cette transition où le pétrole est, pour la partie ouest, une ressource importante. Pour autant, au Québec, les énergies vertes, et notamment hydroélectriques, très très fortes. Qu'est-ce que ça va accélérer? Comment vous voyez l'évolution Bien, il y a en fait deux lignes narratives au Canada sur l'énergie. Selon qu'on est plus à l'ouest ou plus à l'est du pays, notamment au Québec ou dans les provinces productrices de pétrole. Le pétrole a été une source de prospérité économique pour le Canada. Il est clair qu'on est en transition accélérée dans le monde vers les énergies renouvelables, mais ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Alors, pour ces provinces, qu'il ne faut pas couper non plus du reste du pays et avoir l'impression qu'on ne pense plus aux enjeux sociaux que ça va entraîner chez eux, bien, il faut réfléchir à la transformation, par exemple, des entreprises pétrolières. Quand je vois des entreprises comme BP, comme Shell, Total et d'autres qui annoncent un virage vers les énergies renouvelables, je dis qu'il se passe quelque chose de très, très important, là. Est-ce qu'on ne peut pas également penser, dans la perspective de la lutte au changement climatique, utiliser les infrastructures de l'industrie pour faire de la capture de carbone et du storage? Alors voilà pour la partie de l'énergie canadienne qui est non renouvelable, les combustibles fossiles, des sujets de réflexion. À l'Est, bien sûr, nous, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité. Je dirais qu'on a la chance d'avoir choisi l'hydroélectricité. Parce qu'on pourrait avoir une conversation sur le nucléaire. Peut-être qu'en France, on serait intéressé un jour à avoir cette conversation, mais à l'époque, au Québec, on avait le choix historiquement entre le nucléaire et l'hydroélectrique. Comme on avait cette grande quantité d'eau, vous savez que le Québec a 3 des réserves d'eau douce du monde. Alors, on a eu l'immense
intelligent, je crois, de développer plutôt l'hydroélectricité. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, ça nous donne une quantité d'énergie renouvelable qui permet quoi? Qui permet de faire l'aluminium vert, de l'hydrogène vert, plutôt qu'avec des combustibles fossiles, qui permet également de s'engager, et moi, je vois beaucoup d'espoir dans cette direction, dans l'électrification des transports. Je sais qu'en France, il y a beaucoup d'initiatives là-dessus. Toute la question de l'installation de la chaîne de production des batteries lithium-ion, par exemple, dans le bloc européen, elle est excessivement à point maintenant. Et je crois qu'elle va se faire. Même chose chez nous au Canada. L'hydrogène, pour lequel on commence à voir les créneaux, les endroits où ça va pouvoir s'appliquer. Vous savez, l'idée que ça me donnait, c'est que pendant des années, on entendait, y compris moi, les gens en politique, dire bien, il ne faut pas séparer l'économie de l'environnement, et si on transforme l'environnement, on va créer de l'emploi et de l'économie. Sauf qu'on avait de la difficulté à montrer des exemples précis de ça et des exemples concrets de ça. Ne serait-ce qu'avec la chaîne de valeur des véhicules électriques, on a devant nos yeux, la possibilité de créer une économie différente à très haute valeur également et des bons emplois pour les gens. On dit quoi aux gens qui doivent se réorienter? On parlait des régions pétrolières. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur dit? Leur vie est finie? Il faut les amener à se diriger dans cette direction-là et à leurs entreprises également de participer à ce grand virage-là. Et je pense que tout le monde se rend compte de cette nécessité. Et je vois l'initiative en cours en Europe sur les batteries, par exemple, qui vise en passant à créer de l'autonomie par rapport à la Chine, parce que la Chine était le grand centre de gravité de cette chaîne de valeur. Et c'est une très bonne idée de bâtir la filière en Europe, et c'est une bonne idée de le faire au Canada aussi, parce qu'on a les ressources pour le faire. D'accord. Et parmi les secteurs, justement, qui vont accélérer leur transformation ou leur développement. Donc, bon, évidemment, on a dit tout ce qui est autour de la santé, tout ce qui est autour de l'énergie, enfin des nouvelles énergies. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez comme autres secteurs qui vont finalement tirer leur épingle du jeu dans une économie pourtant mondiale sinistrée actuellement? Bien, à court terme. Et là, je parle de nos pays, parce que n'oubliez pas quelque chose. On est en train de parler entre gens de pays riches, là. Ouais. Mais la pandémie de COVID, elle est en train de faire en sorte que des centaines de millions de personnes sur la planète vont basculer à nouveau dans la très grande pauvreté. Alors, ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec la réalité de ces personnes-là. Je pense qu'il faut se souvenir de ça. Mais on voit là qu'il y a des immenses opportunités devant nous. Et voyons comment les gens vivent maintenant. Alors, tout ce qui fait en sorte que les gens peuvent rester chez eux tranquilles, un peu isolés, que ce soit les télécommunications, que ce soit les repas à distance, que ce soit les rénovations domiciliaires, les constructions de domicile, tout ça est en train déjà de prendre de l'ampleur et ça va continuer pendant un bout de temps. On est amené à se rétrécir dans notre espace personnel. Donc, tout ça a des conséquences économiques importantes. Le redesign des chaînes d'approvisionnement va faire en sorte que toutes les entreprises de logistique du monde, que ce soit aérien, ferroviaire, maritime, n'arrêteront pas de fonctionner. D'ailleurs, elles n'ont pas arrêté de fonctionner pendant la pandémie. Mais elles vont redéployer leurs activités, mais elles vont demeurer excessivement actives et importantes. Les télécommunications également vont continuer leur essor. En fait, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que, comme je disais il y a quelques minutes, cet épisode que nous vivons actuellement n'a pas véritablement créé de nouvelles tendances, mais a accéléré les transitions qu'on voyait déjà arriver. De la même façon que la récession économique, on oublie, hein, parce qu'on vit maintenant dans le moment présent de cette crise, mais l'économie, elle n'allait pas si bien que ça avant que la pandémie arrive. On voyait les indices de ralentissement qui s'accumulaient un peu partout sur la planète. Donc, on n'avait pas une économie en très bonne santé pour débuter. Et ça également, il faut y réfléchir. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait en sorte que cette économie n'était plus en mesure de générer de la croissance, mais de la croissance soutenable? Je dirais ça comme ça. D'accord. Et du coup, quel est d'après vous l'après-crise? Est-ce que vous le voyez justement plein d'espoir parce que justement il a accéléré des transformations qui étaient peut-être douloureuses mais qui étaient nécessaires? Et il y a des nouveaux champs qui apparaissent pour nous, les pays riches, mais aussi les autres. Je pense qu'il ne faut pas oublier, vous avez raison. Oui. Est-ce que dans toute transition, il y a des laissés sur le bord de la route? Comment vous voyez ça? Et est-ce que vous pensez qu'on a la même réaction à cette crise des deux côtés de l'Atlantique? C'est difficile de juger de la réaction des gens. Moi, je suis là que depuis une semaine, là, puis quand même, je suis venu souvent ici en France et en Europe. Je sens quand même assez de calme, autant chez nous d'ailleurs. Bon, il y a des agitations. Chez nous aussi, on a des manifestations contre le port du masque et les précautions sanitaires. Mais en gros, je pense que les citoyens
voient qu'il faut changer nos habitudes. Ça, c'est encourageant. On est encore capable d'avoir un projet commun. Et les projets communs, depuis quelques années, sont de plus en plus difficiles à faire aller de l'avant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Vous savez, il y a un écrivain que vous connaissez très bien ici en France, s'appelle Michel Houellebecq. Je pense que je ne parlerai pas des détails. Et on peut partager ou pas ce qu'il écrit ou ses idées. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une phrase qu'il a eue sur la crise parce qu'on lui demandait comment croyez-vous que sera le monde d'après? Alors, il a dit, comme le monde, en gros, là, je ne veux pas le citer trop littéralement, mais il a dit comme celui d'aujourd'hui, mais en pire. On ne peut pas éliminer que ce soit ça ici, l'avenir. Il faut faire attention. Ce n'est pas écrit que nécessairement il va y avoir un lendemain radieux, tout ça. On ne sait pas comment la pandémie va évoluer. On ne sait pas quand le vaccin va arriver et à quelle efficacité il aura. Et on ne sait pas l'accentuation des inégalités qu'on vit actuellement, quel impact à plus long terme elle va avoir. Et je pense qu'on a tendance à sous-estimer la durée de tout ça. On est devant plusieurs années de réparation de l'économie. Et donc, autant d'occasions, oui, de transformer les choses, mais des périodes qui vont être difficiles, encore une fois, révélatrices des inégalités. Et comme vous le savez, dans l'histoire du monde, les inégalités, qu'est-ce que ça donne? Le mécontentement, le populisme, le bellicisme, les dictateurs à gauche, à droite qui commencent à apparaître, les puissances nouvelles qui veulent lancer un défi aux puissances établies. Alors, on sait les conséquences que ça peut avoir. Donc, il faut être lucide également et voir quelles sont les conséquences moins heureuses que tout ça peut avoir et agir, j'espère, en conséquence. D'accord. Merci pour ces premiers échanges. Peut-être que je vais inviter Marie-Françoise, qui a toutes les questions de toutes les personnes connectées, pour pouvoir continuer à faire des échanges plutôt interactifs. Il faut aussi rappeler aux gens qui peuvent en poser, en fait. Je ne vois pas très bien. Il pourrait rappeler aux gens qui peuvent poser des questions. Oui, n'hésitez pas, excusez-moi. Je le précise au début, n'hésitez pas, donc posez vos questions. De la chance, Philippe Couillard vous répondra directement. Oui, pas à tout le monde peut-être. Personnellement. Mais sinon, en attendant qu'il y ait des questions, est-ce que vous pourriez nous dire, la deuxième vague est commencée, est-ce qu'on est mieux outillé ou préparé ou encore même affaibli comparativement à la première? Bon, on est mieux outillé. D'abord, qu'est-ce qu'on voit chez nous, et je pense que c'est la même chose ici, on voit qu'il y a une recrudescence du nombre de cas, de diagnostics, mais on teste beaucoup plus, donc c'est normal qu'on trouve plus de personnes infectées. Mm-hmm. Et il y a relativement moins de décès en proportion qu'on a eu dans la première vague. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des personnes plus jeunes qui sont atteintes, et on sait que chez les plus jeunes, heureusement, le taux de complications grave est beaucoup plus faible. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a appris à mieux traiter les malades. Il y a eu récemment des données qui ont été publiées qui montrent que les gens restent moins longtemps à l'hôpital, sont moins longtemps aux soins intensifs. On ne les met pas sur le ventilateur, les fameux ventilateurs dont on croyait manquer, mais finalement, on se rend compte qu'on peut traiter la majorité des gens sans y avoir recours. Il y a certains médicaments, notamment des corticoïdes, qui sont utilisés et qui améliorent l'état des formes les plus graves de la maladie. Donc, on est meilleur pour traiter. Les gens atteints sont plus jeunes, donc ils ont moins de complications graves, mais attention, elles peuvent également en avoir. Et il y a des zones encore qu'on doit explorer. Quelle est l'évolution chez les enfants, par exemple? Toute la question de l'école. Moi, je dois dire que je suis totalement favorable à la rescolarisation des enfants. Je pense que le maintien des enfants à l'extérieur du milieu scolaire, ça a été une catastrophe à moyen et à long terme, si on avait persisté trop longtemps. Mais on n'est pas encore outillé en connaissance pour savoir véritablement comment le passage du virus parmi les jeunes, nos enfants, comment il se répand par la suite. Parce que la crainte, c'est qu'il se répande à rebours et qu'il retourne voir nos personnes âgées à partir de la communauté, notamment des jeunes qui sont atteints. Donc, on vit chez nous, au Québec, ces jours-ci, une recrudescence, ce qu'on appelle une deuxième vague. Et bien sûr, tant qu'on n'aura pas de vaccin, bien, on est limité aux moyens qu'on a actuellement. On a une question ici de Éric Rambaud. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur les conséquences de la crise sur les pays émergents? Oui, bien, moi, je fais une différence entre les pays émergents et les pays à bas revenus, ou les pays très pauvres. D'abord, les pays très pauvres, je donnais l'illustration tantôt des centaines de millions de personnes qui basculent dans la pauvreté. Les pays émergents étaient en train de se tailler une place dans les fameuses chaînes d'approvisionnement. Il va y avoir un recul, là. Il va y avoir un recul, avec également des dangers de populisme. D'ailleurs, on voit à gauche, à droite, ça se produire actuellement. Et moi, je crains aussi pour la sécurité du monde. Parce que si vous regardez l'évolution historique, les crises passées, après les interventions des États, c'est-à-dire l'impression de nouvelles devises, les taux d'intérêt très bas, apparaissent, encore une fois, les inégalités. Les enjeux sociaux deviennent très, très clairs. Je trouve qu'on vit actuellement une époque, moi, qui me fait plus penser aux années 30
qu'aux autres périodes de l'histoire, du moins dans le 20e siècle. On voit beaucoup de choses qui ressemblent à ça, autant dans la réponse économique et financière des États que dans les réactions sociales telles que j'expliquais tantôt. Espérons que ça ne se terminera pas comme les années 30, on ne le veut pas, mais il y a là quand même un parallèle dont il faut se préoccuper. Et vous êtes tous les deux, en fait, en service conseil chez PMP, Gilles, et vous, chez Dentons, M. Couillard. Est-ce que, selon vous, je vous pose la question à tous les deux, en fait, est-ce que, selon vous, il y a des secteurs d'activité qui ont peut-être qui ont été touchés ou non pendant la première phase, mais peut-être qu'ils le seront aussi dans 6 mois ou dans 12 mois? Est-ce qu'on va voir aussi des effets dans 6 mois ou dans 12 mois qu'on n'a peut-être pas vus jusqu'à maintenant? Ben oui, parce qu'il y a beaucoup, chez nous du moins, parce que l'intervention de l'État était quand même très importante. Il a littéralement protégé, ou je ne dirais pas caché, le mot est trop fort, mais rendu moins visible les impacts dans beaucoup de secteurs économiques. Le jour où ces mesures commencent à se retirer, comme la marée là, qui s'en va, bien là, on risque d'avoir des enjeux assez sévères, notamment des pertes d'emploi. Des pertes d'emploi qui pourraient être définitives également. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut craindre. Mais vous savez, tout ça est suspendu à un mot, le mot vaccin. Si on a un jour un vaccin assez rapidement qui est efficace et qui contrôle la contagion, en soi-même, ça va être une bonne chose, mais également psychologiquement, parce qu'il y a beaucoup de psychologie dans l'économie et les finances. Psychologie, les gens vont avoir l'espoir. Et donc, je crois que ça va beaucoup les aider. Mais c'est très incertain actuellement, même cette question de vaccin. Vous savez, on voit que la science a été prise un peu en flagrant délit d'incertitude, là. Les gens voient la découverte scientifique. La réalité, c'est quoi? C'est pas la découverte lumineuse du jour au lendemain. C'est une série d'essais et d'erreurs, et puis on essaie de s'ajuster, puis on corrige, puis finalement, on s'était trompé. Et paradoxalement, c'est la réalité de la science. Alors, les gens découvrent ça, ce qui, malheureusement, leur fait perdre un peu confiance par rapport aux hommes et aux femmes de science et à nos équipes médicales. Alors, il faut se souvenir que l'incertitude fait partie du processus actuel. Il faut s'y adapter et la tolérer. Et vous, Gilles Paquet, est-ce que... Moi, je partage tout à fait le point. Souvent, on a l'habitude de dire qu'en fait, notre économie est un peu sous morphine aujourd'hui. Et on l'oublie. Morphine, on ne peut pas la garder perpétuellement. Donc, c'est malheureusement pas mal de secteurs et d'entreprises qui vont être touchés. On pense évidemment à l'événementiel, au tourisme, qui est de nouveau durement touché. Donc, toutes les entreprises les plus fragiles, à un moment, on a des secteurs entiers qui vont souffrir. Après, ce qu'on voit aussi quand même, je garde peut-être un petit peu plus d'espoir. Ouais, moi, j'en ai de l'espoir, mais voilà. je reste lucide. Hein? Voilà. Tout en restant lucide. Je crains un peu le côté obscur de tout ça. Là. Je comprends. Non, mais voilà, donc c'est clair que Marie-Françoise, je suis tout à fait d'accord que voilà, il y a de nombreux clients qui sont quand même sous perfusion et de nombreux secteurs qui sont très très durement touchés, notamment très endettés, qui est un vrai sujet. Après, voilà, je vois aussi pas mal il y a beaucoup d'argent facile en ce moment. La planche à billets tourne à plein régime. Et les investissements ne ralentissent pas. Et donc on sent qu'il y a quand même pas mal d'acteurs aussi qui en profitent pour quand même accélérer des transformations, accélérer des investissements massifs, justement, sous des changements d'approvisionnement de logistique, des changements d'investir dans des nouveaux secteurs. Et étrangement, alors qu'ils sont, dirais-je, peut-être un peu malades ou dans un brouillard, décident de prendre des risques et de se relancer. Et je pense que voilà, ça peut être quand même quelque chose de... Comment ça va pencher? Il est évident, il ne faut pas être angélique, ça va être très compliqué pour pas mal d'entreprises et du coup avec beaucoup d'impact sur l'emploi et donc des inégalités, ça c'est évident. Mais j'ai l'impression que cette planche à billets magique dont il faudra que vous nous expliquiez comment on fait pour continuer à mettre autant de liquidités sans fin, peut être utilisée pour des choses un peu plus créatives, positives, et que les entreprises ils sont dessus, et par rapport à ce que vous disiez, on y travaille assez fort. Et déjà des grands plans qui sont en train de se lancer dans les infrastructures, dans plein de sujets, et ça je pense que ça donne quand même de l'espoir. Mais M. Couillard, je suis intéressé quand même pour comprendre sa planche à billets, si elle peut continuer. Oui, la planche à billets, moi je trouve que c'est... D'abord, moi ce qui me fascine dans tout ça, là, c'est le comportement des banques centrales. Oui. D'abord, il y a un rapprochement net entre les banques centrales et les gouvernements, alors que depuis les dernières années, il y avait un éloignement volontaire. Il fallait que ce soit totalement étanche entre les deux. Les politiques fiscales, maintenant, doivent être coordonnées avec les politiques des banques centrales. Donc, en soi, c'est important. Mais quelle est la conséquence de cet afflux de nouvelles monnaies, de monnaies créées littéralement out of thin air, comme on dit dans l'anglais, littéralement comme ça dans l'air par les banques centrales? C'est que l'argent lui-même, la monnaie elle-même, qui est, comme vous le savez, depuis des décennies maintenant, désolidarisée des métaux précieux, donc elle ne repose que sur la confiance. Donc la confiance en la valeur intrinsèque de la monnaie va être atteinte.
Et que font les gens lorsqu'ils ont moins confiance dans la valeur intrinsèque de l'argent ou de la monnaie? Ils se tournent vers les actifs. Et actuellement, on voit 2 types d'actifs qui sont particulièrement prisés. Il y a les actions, parce que les obligations, on n'en parle pas, les taux d'intérêt sont plus bas que le plancher. Hein? Et puis, bien sûr, l'immobilier. Et on voit ça. On voit que les détenteurs d'actifs sont favorisés. Ce qui, en passant dans nos pays, a une conséquence sur les générations. Parce que les gens qui ont des actifs dans nos sociétés, bien, c'est les gens de mon âge. Mais les plus jeunes, les trentenaires, comme on dit chez nous, les gens qui commencent leur carrière, bien, ils n'ont pas beaucoup d'actifs. Et donc, il y a une différence dans le vécu de ces générations-là dans la situation qu'on vit actuellement. Mais entendons-nous, il fallait faire ça. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix. La question, c'est le moment du retrait de cette intervention. Et on a appris de 2008 que si on retire trop vite, on prolonge la crise. Mais je pense qu'il faut observer ce qui se passe actuellement. Et le grand mystère, qui n'est peut-être pas un mystère finalement, comment se fait-il qu'avec toute cette quantité immense d'argent créé, il n'y ait pas d'inflation? Bon, il y a des explications possibles. Je ne sais pas si on a le temps d'entrer là-dedans, mais actuellement, on ne prévoit pas d'inflation encore pour plusieurs années. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui doit être suivi parce que, compte tenu de l'ampleur de l'endettement des États, ça ne prendrait pas beaucoup d'augmentation de taux d'intérêt pour entraîner des problèmes budgétaires massifs pour les États. Tout à fait. On a plusieurs questions. Il y en a 2 que j'aimerais peut-être fusionner. En fait, on a Faïma Sadawi Ramos qui vous demande quelle est votre vision de la ECG, le CETA. Mais il y a aussi Manon Tabourdeau qui demande est-ce qu'il est possible pour le Canada de réduire sa dépendance aux États-Unis? Quelles seraient les pistes à explorer? Donc, je les fusionne parce que je me demande si la ECG pourrait, et notamment dans le contexte actuel, ne pourrait pas être une solution. Oui. Mais non seulement c'est une solution, mais c'est un espoir. Bien, je suis heureux d'être avec mon collègue Xavier Van Overmer, qui est un expert chez nous de ces questions-là, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres accords comme ça dans le monde au cours des prochaines années, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire. Avant qu'un autre accord semblable voie le jour, ça risque d'être très long. Alors, utilisons-le dans les 2 directions et faisons-le vivre. Je pense que c'est une mission importante pour les services conseils, pour les gouvernements, de montrer aux entreprises le chemin pour profiter de cette entente, qui est une entente moderne. Moi, j'ai participé un peu à toute cette histoire à la fin de la négociation. Et il y a beaucoup d'attention qui a été apportée aux éléments qui rendaient les gens rébarbatifs par rapport aux accords commerciaux. Notamment les questions environnementales. Rien n'est parfait, hein, mais les questions environnementales, les questions sociales associées au commerce ont fait l'objet d'attention. Maintenant, la deuxième partie de votre question sur la dépendance du Canada, elle est inévitable. La masse économique des États-Unis fait en sorte qu'on ne peut pas en faire abstraction. Mais depuis des années, le Canada et le Québec, mais l'ensemble des provinces canadiennes et le gouvernement fédéral font un effort marqué pour diversifier les marchés. C'est pour ça, entre autres, que le Canada s'est lancé dans cet accord européen et dans les autres également qui ont été créés du côté du Pacifique notamment. Oui. C'est justement pour donner une alternative au marché américain. Mais ne nous méprenons pas, la taille du marché pour nous est tellement immense et la proximité si immédiate qu'on ne peut pas du tout, vraiment pas en faire abstraction. Et on a Luc Noiseux qui vous demande, avec le recul et votre grande expérience en santé, pouvez-vous commenter sur les pistes de solutions à mettre en place pour faire évoluer le système de santé québécois? Écoutez, c'est difficile, le système de santé, hein? Surtout un système de santé public, parce que demande-t-on à un système de santé? C'est de traiter tout le monde, tout le temps, au meilleur coût possible et avec les meilleurs résultats possibles et avec le plus d'équité possible. C'est une mission énorme et qui s'accomplit 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Alors, c'est les mêmes choses. On ne peut pas dire qu'il y a de nouvelles pistes qui sont apparues. C'est les mêmes pistes qu'il faut accélérer. On a parlé du grand vieillissement tantôt. Moi, ma mère a 88 ans. Elle est en bonne santé, mais elle a une maison de retraite. Alors, il y a un écosystème qui s'est créé autour de ça qui est particulier. L'orientation vers la première ligne, je pense que c'est quelque chose qui doit se poursuivre. Dégager les soins des hôpitaux et les ramener dans les communautés, que ce soit pour les maladies chroniques ou les soins généraux, les soins pour les familles, ça va continuer d'être nécessaire. Plus de soins à domicile, moins d'institutionnalisation pour les personnes âgées, mais encore une fois, ne faisons pas trop d'angélisme. Il y a une limite à ce que le soin à domicile peut apporter. Il y a un niveau de perte d'autonomie où il faut avoir une prise en charge qui est plus compliqué. Le virage vers la télémédecine, d'après moi, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une petite chose, c'est une grosse chose, le virage vers la télémédecine. Et il faut en profiter, d'autant plus pour des sociétés technologiques comme la France et le Canada. On a beaucoup d'atouts pour ça.
Parfait. On avait quelques questions aussi reliées au vaccin. On revient au vaccin. En fait, combien de temps il sera nécessaire entre le temps où il y aura un vaccin et celui où on pourra recommencer à vivre sans mesure de confinement? Combien de temps il pourrait s'écouler? C'est une très bonne question parce que ce ne sera pas immédiat. D'abord, combien y aura-t-il de vaccins qui vont passer le fil d'arrivée? Il y en a 6 ou 7, je crois, aux dernières nouvelles, qui sont dans la dernière phase des études cliniques. Quels seront les gagnants de cette course? On ne le sait pas encore. Et les vaccins qui seront approuvés, quel sera leur pourcentage d'efficacité? On estime environ que ça devrait être un peu comme l'influenza qui est à 50-60 d'efficacité. Donc, on n'est pas à 100 là, on n'est même pas à 80 Donc, c'est en soi une réponse qui va être excellente, mais qui n'est pas complète. Et il y a tout le défi de mettre ça en manufacture, de le distribuer dans le monde entier. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et qui va être vacciné en premier? Quels sont les groupes qui seront vaccinés de façon prioritaire? Donc, ça n'aura pas d'impact visible tout de suite. Moi, je pense qu'on peut attendre un vaccin dans la première moitié de 2021, certainement, là, ou probablement plus qu'un vaccin. Mais avant de voir l'impact sur les taux de contagion et tout, ça va prendre quelques temps, quelques semaines. Mais c'est surtout l'impact psychologique, la confiance retrouvée qui va nous aider comme société. Est-ce que, selon vous, il y a une question aussi, c'est est-ce que, selon vous, les États en font trop en ce moment? Vous voulez dire sur le plan financier et économique? Oui. Non. Écoutez, si on ne faisait pas ce qu'on fait, combien de personnes auraient basculé dans la pauvreté, dans la détresse la plus terrible? Je pense qu'heureusement, on a appris des précédentes crises pour apporter du soutien aux gens. Maintenant, il y a toute la question, c'est comme un rhéostat avec lequel on fait l'ajustement d'une lumière. Hein. Il y a un moment où c'est trop, un moment où c'est pas assez. Chez nous, par exemple, récemment, on a montré que les prestations directes aux citoyens faisaient en sorte que le revenu moyen des familles avait augmenté pendant la crise financière. Bien, tant mieux pour ces familles. Mais qu'en est-il de l'incitation à l'emploi? Il faut quand même que ce soit toujours plus avantageux d'occuper un bon emploi que de recevoir des prestations gouvernementales. Et enfin, ces sujets qu'on croyait un peu utopiques deviennent maintenant l'objet d'études sérieuses, que ce soit, le revenu garanti, mais ou ses formes diverses, parce que je pense pas qu'on va accoucher d'une formule complète de ce côté-là, mais on va au moins faire des expériences partielles dans cette direction-là. Ça également, ça va être important, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire en sorte que les gens puissent boire, manger et rester chez eux. Il faut que les gens gardent la dignité. Parce que si vous perdez la dignité qui est liée à l'emploi et à la vie autonome, bien, ça aussi, c'est pas bon pour la santé. Et je pense qu'il faut garder ça en tête aussi. J'aurais une dernière question pour vous deux avant de céder la parole à M. Daniel Jouanneau pour le mot pour la conclusion. Vous êtes dans des groupes qui sont présents dans plusieurs endroits dans le monde, notamment en France et au Québec. En ce moment, quelles sont les préoccupations dont vous entendez parler, dont vos clients vous parlent? Et est-ce qu'il y a des différences entre les préoccupations entre celles en France et celles dont vous entendez parler au Québec ou au Canada? C'est une bonne question. On aurait pu penser que la première question était sujet économique, d'emploi, etc. En fait, j'échange assez régulièrement avec pas mal de dirigeants des deux côtés et je passe la moitié du temps sur le sujet du télétravail, encore aujourd'hui. Et on sent que selon les entreprises, selon les organisations, certains ont trouvé un mode, d'autres pas. Et que là, vous parliez d'accélération, c'est clair que pour beaucoup d'entreprises ou beaucoup de grands groupes, c'est une accélération. Comment en 3-6 mois trouver un bon équilibre de télétravail et de présentiel et qui est très compliqué. Et je trouve que les dirigeants passent beaucoup d'énergie parce que une entreprise, comme vous le disiez, l'économie, c'est la confiance, mais l'entreprise aussi, c'est la confiance dans les salariés, c'est de l'empowerment, comme on dit, de tout le monde. Et on sent qu'il y a un équilibre. Et donc, on sent que durant la période, nombre d'entreprises ont réussi à travailler, ont même été plutôt efficaces. C'est une surprise, hein, dès que ça a déconfiné, les entreprises ont été très efficaces, mais elles perdent un peu le sens, elles perdent un petit peu le pourquoi elles sont là. La collégialité, exactement. Et là, on sent que c'est à l'ordre du jour, je dirais, à l'ordre des comités de direction de tous les groupes et de manière très importante, alors qu'en même temps se jouent des questions de survie d'entreprise, de survie de filiales. Et moi, je suis toujours surpris par le temps que ça prend. Et je pense que c'est ce temps-là qui est clé pour si on veut quand même une relance et si on veut que les entreprises perdurent. Donc c'est une bonne accélération. Mais les entreprises ont été remarquablement rapides pour faire le virage. Et qui aurait dit il y a 10 ans, qu'en l'espace littéralement de quelques semaines, un grand bureau d'avocats comme celui dans lequel Xavier et moi travaillons
soit capable de complètement changer son profil d'activité vers le télétravail. Ah oui. Et puis là, ça entraîne des questionnements des gens. Parce que là, si on a été dans un bureau, dans un cubicule pendant les dernières 25 années, on se dit pourquoi j'ai fait ça pendant 25 ans? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que je veux y retourner? Et donc, là, il va y avoir un petit peu de tension sociale autour de ça, mais les gens réalisent aussi que le contact véritable, humain, personnel entre collègues, c'est porteur de productivité également. Exactement. Alors, c'est mon fameux rhéostat qu'il va falloir ajuster. Chez nous, au Canada et au Québec, bien, la première préoccupation des entreprises des dernières années, c'était la pénurie de main-d'œuvre. Et ça va être encore le cas. Et en fait, on la voit moins parce qu'il y a un peu de chômage, même pas mal. Mais une fois que le chômage va se résorber, on va être face à nouveau aux problèmes démographiques et aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre, qui est, je crois, plus marqué ici, chez nous, qu'ici en France. Justement, on a juste avant une dernière question qui vient d'apparaître parce que c'est en lien avec ce que vous dites et c'était une question qui était d'actualité quand vous étiez premier ministre, mais quelle est votre position concernant l'accompagnement des transitions de compétences des salariés au Canada, vers le Canada? Quelles sont les politiques prévues pour mener à bien ce défi? Ouais. En fait, je pense qu'on aurait dû y penser plus activement avant cette crise-là parce qu'on voyait ça arriver. L'époque où on commençait sa carrière à 25 ans et on gardait le même boulot jusqu'à la retraite, elle est depuis longtemps terminée. Donc, il faut soutenir les gens dans des transitions qui seront multiples. On ne parle pas d'une ou deux transitions dans une vie, mais de plusieurs transitions. Moi, j'aimerais bien qu'on invente un système où on pourrait accumuler des crédits de reformation et de recyclage pendant sa vie professionnelle pour être capable de se réajuster rapidement lorsque l'économie change de visage. Je suis peut-être un peu idéaliste, mais il faut vraiment améliorer nos systèmes. Nous, on a ce qu'on appelle l'assurance chômage qui pourrait être ajusté pour faire ça aussi, pour permettre ces transitions et réaliser que l'époque d'une carrière à employeur unique, elle est derrière nous et elle ne reviendra probablement pas. Monsieur Joanneau, merci d'être avec nous. Peut-être on arrive au bout de notre échange, mais avec plaisir pour avoir un mot de fin sur cet échange passionnant. Merci beaucoup, Philippe, pour C'était un grand plaisir. Tes idées. Volontiers. Merci de m'avoir invité et d'avoir associé la Chambre de commerce France-Canada à cette rencontre. Votre échange a bien montré que face à la pandémie, il y a vraiment deux pays qui ont des approches comparables, des politiques semblables, mettant en œuvre des instruments identiques, c'est le Canada et la France. Et donc, on voit dans les deux pays la volonté de maîtriser la pandémie et en même temps de relancer l'économie, de faire repartir les moteurs qui, comme M. Couillard l'a rappelé, se sont tous arrêtés en même temps. Et cette relance de l'économie, au Canada comme en France, va se faire par une injection massive d'argent public. Ce qui est très intéressant, et vous l'avez très bien dit, Monsieur le Premier ministre, c'est que cet argent public va être injecté dans des secteurs où existe déjà une coopération franco-canadienne significative. La transition énergétique, avec par exemple toute la réflexion sur l'hydrogène, la santé publique, l'économie verte, qui vraiment est une priorité à Ottawa et dans les provinces, et puis chez nous. Et donc, finalement, ce drame sanitaire, économique et social offre des opportunités nouvelles en accélérant des possibilités de partenariat intéressants entre entreprises canadiennes et entreprises françaises. Vous avez dit aussi que quand on parle des entreprises françaises et de la politique française d'appui à la relance, il y a derrière toute la politique européenne et tout l'argent public européen qui va lui aussi être massivement injecté dans ces secteurs grâce au plan de relance qui a été approuvé fin juillet par le Conseil européen. La deuxième chose qu'il faut rappeler, pandémie ou pas, virus ou pas, relations aériennes compliquées ou non, c'est que le Canada, c'est un pays qui est fait pour les PME. C'est un pays de PME. Et les 1000 entreprises françaises qui sont implantées au Canada sont essentiellement des petites et moyennes entreprises. Donc c'est un pays dans lequel toute PME française, en particulier dans les secteurs que nous avons mentionnés, mais dans beaucoup d'autres, va trouver très vite un partenaire, des références, un point de chute.
Et la PME canadienne ou le partenaire canadien va aider l'entreprise française à s'acclimater à la culture d'entreprise nord-américaine, à se familiariser avec les méthodes nord-américaines d'entrepreneuriat. Et le partenaire canadien peut accompagner sur le grand marché des États-Unis l'entreprise française grâce à l'accord Canada-États-Unis-Mexique récemment renouvelé. Alors, vous avez parlé du CETA. C'est évidemment une chance pour les entreprises françaises. Le marché canadien est ouvert à leurs exportations comme jamais et les possibilités d'investissement ont été considérablement facilitées par le CETA, puisque désormais tous les marchés publics canadiens, pas seulement les marchés publics fédéraux, mais les marchés publics des provinces, les marchés publics des grandes villes, sont ouverts à la concurrence européenne et les Français sont bien placés. Parce que là où les grandes villes canadiennes ont des besoins particuliers, je pense notamment aux transports, les transports connectés, les transports intelligents, l'énergie, etc., il y a une offre industrielle et technologique française. Donc la demande canadienne et l'offre française s'emboîtent très bien. Donc ce sont vraiment des perspectives intéressantes. Nous constatons que de plus en plus d'entreprises françaises regardent le marché du Canada anglophone. Historiquement, et pour de multiples raisons bien naturelles, elles se sentent bien à Montréal et au Québec, mais elles hésitent de moins en moins à aller directement à Toronto ou directement à Vancouver. Et je terminerai pour rappeler que au service de nos entreprises, il y a tout un réseau qui les attend au Canada, sous l'autorité d'une ambassadrice très dynamique et très diplomatie économique, Karine Rispal. Nous avons d'excellents consuls généraux, nous avons Business France, nous avons le service économique de l'ambassade et nous avons une chambre de commerce française basée à Montréal et à Toronto. Tous sont au service de nos entreprises pour les aider à réussir. Et ici à Paris, bien sûr, la Chambre de commerce France-Canada, avec un comité exécutif dont fait partie Xavier Van Overmeer et un comité élargi, féminisé. Nous sommes là pour conseiller, pour guider, pour mettre en contact. Et je remercie vraiment beaucoup M. Gilles Vaquet et PMK Conseil de m'avoir associé à ce webinaire qui est le second auquel nous sommes associés, Monsieur le Premier ministre, et c'est toujours un plaisir d'avoir votre double analyse, votre double regard, celui d'un homme d'État et celui d'un médecin dans le contexte actuel. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci, M. Joanneau. Merci beaucoup, M. Couillard, merci. pour votre regard. Excellente animation. Ben, merci beaucoup. Donc, merci à tous. Merci à nos amis canadiens qui nous ont suivis. Et bonne journée à tous. Et donc, gardons de l'espoir. Oui, oui. Même si je comprends qu'il faut rester lucide. C'est lucide, mais gardons l'espoir. Mais gardons l'espoir. Le futur est devant nous. Merci à tous et toutes.